le dessin vit. Le dessin qui dit l'écoulement de la vie. Ce n'est pas autre chose pour moi. Le dessin martèle à la fois lentement le dessin qui permet de fouiller tellement dans cette eau qui se trouve sous nos pieds. J'ai à ce moment, quand le dessin est dans un véritable brouillard, j'ai cette faculté, oui, peut-être comme ça, j'ai cette faculté de pouvoir m'absenter. C'est-à-dire que ça ne m'arrive pas très souvent, mais pendant que ma main travaille, si l'entreprise de démolition ne se donne pas à plein régime, j'ai une sorte de voyage à l'intérieur même du voyage que me propose le dessin. Le voyage que me propose le dessin, cette forme ou ces formes ou ces associations quelquefois aussi de formes, et que je déforme à nouveau, que j'écarte, et qui m'arrive si souvent à l'intérieur de tous ces traits qui n'ont rien de maniériste. Je sais ce qu'est le maniérisme à travers ce que l'on nomme le maniérisme. Je n'ai rien à voir avec ça. Il ne s'agit pas d'un style. J'ai pas de style. Il n'est question que de la vie. Le dessin étant ce qui permet de la manifester. Alors, on pourrait me demander, mais si c'est de la vie, est-ce que ça veut aussi dire que vous croyez à la vie, à cette vie que vous dites? Oui, ou que tu dis. Mais oui, c'est pas pour rien que je dis et je vis tout ça d'une façon très grave avec des grands éclats de rire où j'ai envie de tout foutre en l'air en riant, où je prends la porte et je file dans les rues. Mais pas toujours je file dans les rues parce que ce que j'ai laissé qui se trouve dans mon dos ne m'intéresse pas, à la limite me dégoûte et que moi-même je me dégoûte. Non, j'ai aussi mes instants de respiration profonde sans ressentir la douleur dans le dos. Ça aussi je l'ai. De joie même, quelquefois avec la douleur. La joie, je la croise, je la trouve quand Cécile monte, puisque c'est à la Châtre, c'est au premier étage de la maison que se trouvent mes 2 pièces. Il arrive que Cécile, montant, j'entends son bruit dans les escaliers, la porte qui s'ouvre. Quelquefois, j'ai la chienne Zaza avec moi qui dort, mais comme toujours, elle ne dort que d'un œil, qui à son tour, comme moi, entend monter dans les escaliers et reconnaît tout de suite le pas de son ami. Cécile arrive dans la pièce, une seconde s'arrête. À peine est-elle rentrée dans la pièce qu'elle s'arrête, qu'elle me regarde et, sans me parler, elle secoue sa tête en ouvrant un peu plus grand ses paupières.
C'est la question, ça. Oui, c'est la question. Ça veut tout dire. Quand nous nous voyons après une petite absence, elle est allée à Paris, ou je suis allé à Paris, et un jour ou deux après, je reviens, ou elle revient. C'est le regard que nous avons à chaque fois, un peu secoué la tête, juste avant qu'on soit l'un en face de l'autre, quand il y a encore quelques mètres qui nous séparent. Elle secoue la tête et je réponds par un secouement de ma tête. Ça veut dire aussi l'écoulement de la vie. Ça veut dire. Mais l'écoulement de la vie en tumulte, ou l'écoulement de la vie en tumulte, mais en moment de profonde, on peut risquer le mot plénitude. C'est excessivement rare, mais il ne peut pas y avoir une plénitude continue, c'est impossible, et même souvent comme répétée. Non. C'est une part de pain qui est dans notre placard intérieur, dans notre armoire à nous, chacun la nôtre. Et je ne mange pas de petits morceaux de ce pain-là, mais je sais que le pain est là. C'est un pain rassis, sans doute, dont il est certain que c'est le meilleur pain qui existe, qui n'a jamais moisi, qui a été très bien cuit, qui a été très bien pétri, qui a toutes les qualités du pain éternel. Alors je vais à mon placard et je vois cette petite boule de pain que j'appelle la plénitude. Et le placard, il est en moi. Et donc la boule, elle est en moi. Comme je dis quelquefois à Cécile, tu dois faire attention à ce que cette petite flamme de ta petite lampe qui brûle tout le temps, non pas ne s'éteigne jamais, ça ne s'éteint pas. Quand on l'a, elle brûle. Et quand on l'a eu allumée, peut-être à la naissance, mais plus sûrement quand on est rentré dans la gravité, encore une fois. Sans gravité, rien ne brûle, pas de pain, pas de flamme, rien. Rien ne cuit. Alors elle s'approche de la table et elle continue à secouer la tête et elle dit: je regarde ce que tu as fait là et ça va. Sa tête disait: ça va. Ses paupières, en les ouvrant très grandes et en les rabaissant, disaient: ça va. Il est rare qu'elle se trompe. Il arrive que je lui prête d'avoir vu que ça n'allait pas, et pour, d'une part, se confirmer qu'elle se trompait, et pour me confirmer aussi que je me suis trompé, car déjà elle a lu que je ne suis pas du tout dans l'état idéal de là où ce dessin est en train de me traîner, car le dessin vit, le dessin me saisit, nous saisit. Il nous prend par le coude ou par le cou. Par le coude, c'est l'accompagnement, par le cou, c'est la tête qui cogne. Alors je lui dis, peut-être que ça va. Encore quelques jours et on y sera. Mais il m'arrive assez souvent de dire, tu voudrais que ça aille, mais moi je te dis, ça ne va pas. Et déjà ce matin, je me suis retenu, et Cécile me dit: ne le fais pas. Je dis: non, je ne l'ai pas fait, je vais encore pousser, je vais encore essayer de... Est-ce que tu as soulevé tes feuilles? Oui, je les ai soulevées, puis je les ai remises. Et puis il y a quelque chose ce matin qui est que ça me dégoûte, c'est-à-dire que ça me dégoûte de me mettre dans cette situation-là. Non pas que je voudrais me faire demi-tour
encore que tu sais fort bien que souvent je me pose ça comme question et que je m'y réponds. Ah, si je pouvais faire demi-tour. Alors Cécile s'assied sur le petit divan qui est dans mon atelier et elle caresse Zaza, elle reste un moment là. Quelquefois, elle a les yeux qui se remplissent de larmes. Et quelquefois, les yeux qui se remplissent de larmes font que ça fait un peu plus écouler de la vie et je suis comme content, comme remerciant de ce qu'elle a fait. Mais quelquefois, et c'est beaucoup plus de ce genre-là que je réagis dans la colère, en disant j'ai pas envie qu'on chiale à côté de moi. Bien sûr que je suis dur. Je suis dur avec moi, mais je n'ai pas à être dur avec elle. Mais en disant ça, je demande d'être un peu aidé. Or, je n'ai pas à lui demander à elle d'être un peu aidée. Elle, non pas qu'elle ne cesse de m'aider, c'est pas ça. Mais elle est toujours prête parce que elle et moi, c'est un peu la même eau. C'est devenu un peu la même eau. Ça n'était pas. Elle avait son eau à elle et j'avais. Elle avait d'ailleurs son eau à elle bien avant que j'aie mon eau à moi. C'est elle qui m'a foutu dans le pétrin. Je veux par là dire une toute petite chose. C'est elle qui m'a dit la première fois, quand on s'est connus comme ça, comme beaucoup, quelque part, quelques mots, on se revoit, on avait envie de se revoir, on s'est revus. Bon, c'est un peu vite dit, mais c'est pas nécessaire de s'étendre. Et elle a voulu voir ce que je faisais. Et à cette époque-là, c'était vers 1951, j'avais quitté Marseille, j'étais tout esquinté, malade des poumons. Elle venait de m'apprendre elle-même qu'elle avait un pneumothorax et qu'elle se faisait insuffler, justement. Elle s'était fait insuffler la veille. Et ça, j'ai eu beaucoup d'amitié avec des gens qui avaient des pneumos, parce que autour de moi, aussi bien dans notre quartier qu'après, quand je suis tombé malade à plusieurs reprises dans ma vie, dans ma jeunesse, il y avait déjà des enfants ayant un pneumo. J'avais un copain qu'on appelait pneumo. J'avais été profondément triste de savoir que la jeune femme belle qui resplendissait de vie s'écoulant d'elle vers l'extérieur, et je me disais si ça pouvait s'écouler vers moi, ça serait un miracle, ça. Mais je rêvais, mais je continuais à rêver. Et bon, nous nous sommes revus. Elle m'a dit, je voudrais voir votre travail. Au tout début, on était seulement deux artistes qui marchaient au bord de la Seine. Elle était fatiguée ou j'étais fatigué. On avait du mal à respirer tous les deux. On avait du mal à respirer même notre propre vie. Et je lui avais fait la confidence que je ne faisais pas facilement. Je suis à Paris à la suite d'une décision que j'ai prise et qui est une décision d'une cruauté dont je ne me croyais pas capable. Et je lui ai dit, puis je suis aussi un type extrêmement coléreux, tout à coup ça me prend. Alors elle me regardait un peu la tête sur le côté, avec un sourire, ce sourire qui est dès le début, tout de suite, j'ai été très touché par cette lèvre, la lèvre inférieure, plus épaisse que la lèvre supérieure, et dans le sourire, les deux
se tenait quand même serré, mais laissait à peine passer les 2 petites dents du devant. Et j'aimais beaucoup ça. Un sourire avec des yeux entièrement mouillés, des yeux... Oh, la couleur, elle était marron. Mais c'était pas ça, le regard. Le regard, il était nimbé, il y avait du brouillard là-dedans. Moi, je ne savais pas qu'elle était russe. On n'avait pas eu le temps encore de se dire ça. On s'était vu 2 ou 3 fois. Elle avait eu le temps de me dire qu'elle gravait. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que graver. Et je lui avais dit à mon tour, moi, je fais des choses. Je ne sais pas si on appelle ça du dessin. Vous avez fait de la gravure. Vous avez appris la gravure. Vous avez fait. Oui, j'ai appris avec un graveur, comme un prof. Mais c'était pas un prof. Pour moi, c'est un maître. Enfin. Il vivait encore à cette époque-là, elle allait encore chez lui, je crois. Je me sentais très en arrière de ça. C'était ça le chemin que j'avais entendu dire les artistes, ceux qui se sentent artistes. Mais c'est que moi, je me sentais pas dans le fond artiste. Je me sentais une chose drôle, bizarre. J'étais pas sûr. J'avais dans les mains et dans les bras à peu près 15 ans de travail déjà. J'ai commencé très tôt à travailler. Alors j'avais davantage de marteaux, de pinces, de tenailles, de caisses à porter, de tournevis pour serrer ici et là, monter, démonter. C'est tout ça que j'avais. Avec des périodes où j'avais eu faim, des périodes où autour de moi, d'autres avaient faim, et moi, pour que je n'aille plus faim, on m'avait nourri. En privant mon père, ou ma mère en se privant. Voilà tout ce que j'avais. J'avais déjà eu du sana enfant dans ma vie. J'avais des grands moments, j'avais eu des grands moments de désespoir avec, quand on a 16 ans, des grands moments fous d'espoir, J'imitais tout le monde, je chantais dans les bois, près de Boulogne, il y a le bois de Saint-Cloud, j'allais hurler là-dedans. Et puis je rentrais en étant complètement écroulé, pas de fatigue de moi, me disant quel con, qu'est-ce que tu as chanté comme ça. Mais j'avais eu ma petite part de joie dans les bois de Saint-Cloud à chanter ou à souffler. J'avais un harmonica, j'aimais beaucoup souffler là-dedans. Et devant Cécile, à l'île Saint-Louis, je n'étais que... pas mentir, dire que je n'étais que plaie et bosse, mais j'avais beaucoup de plaies. Oui. Les bosses, ça, je me les étais faites, les bosses, parce que je partais un peu comme un gros chien, trop gros, trop grand, qui butait partout, qui s'en mêlait les pattes, et qui ramassait des coups en tombant par terre ou en rentrant dans des arbres, enfin fictifs ou réels d'ailleurs, parce que c'est sûr que je tombais beaucoup à cette époque-là, quand j'ai rencontré Cécile. Je me ramassais dans le métro, je tombais même de ma chaise par moments. J'étais toujours en déséquilibre, enfin souvent en déséquilibre. Alors Cécile me dit, j'aimerais bien voir ce que vous faites. Elle était venue pour ça. Alors je sors un carton à dessin, puis je lui montre. Et puis dans le carton à dessin, il se trouvait aussi des feuilles de papier qui étaient du papier sur lequel il y avait mon écriture. Et elle me dit, oh, ça c'est des lettres, ça. C'est pas ça qu'on regarde. Je lui dis, non, ce sont pas du tout des lettres. Et j'ai la prétention de temps en temps d'avoir besoin d'écrire et de le faire. Je ne sais pas si vous faites ça, mais vous, pour moi, elle était auréolée d'un savoir, et moi, je n'en avais pas. Et d'une certaine façon, j'étais prêt à me défendre contre tout savoir. Ce qui n'était pas un grand trait de ma part, mais à d'autres moments, je disais, si j'avais reçu, alors je pourrais donner. Mais puisque je n'ai pas reçu, je ne peux pas exprimer. Enfin, devant elle, je dis à peu près ça. Et elle me dit, ça ne compte pas. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Ah oui, vous dites ça. Vous pouvez le dire parce que vous avez, et puis vous rejetez ce que vous avez. Tandis que moi, j'ai rien à rejeter. La seule chose que j'ai à rejeter, c'est moi-même. Et je peux vous dire que c'est pas toujours facile de vivre comme ça.
Alors, elle m'avait un peu bouclé le bec en me disant, mais ça n'est pas plus facile pour moi, parce qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Oui, 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 on peut tous avoir des problèmes. Non, je ne vous parle pas de problèmes. Un jour, peut-être, on parlera d'autre chose. Vous verrez. Pas aujourd'hui. Montrez-moi ce que vous faites. Alors, je lui ai montré un dessin, deux dessins, trois dessins. Enfin, c'était des tâches avec du dessin dans les tâches, sur les tâches, autour des tâches, au bord des tâches. Elle a bien regardé. Elle m'a dit merci, puis elle est partie. Et après son départ, j'ai été saisi d'une sorte de furie, comme ça m'arrivait, comme ça continue à m'arriver. Quand quand je prépare mes fonds aquarellés, je peux en faire 10, 12 d'un coup, 15 d'un coup. Je les garde tous, ces fonds. Peut-être que je vais déchirer quand je vais les ressortir. Je dis non, ça je peux pas garder, ça je peux pas garder. Mais sur le moment, la furie a fait que la couleur, c'est ça jaillit. C'est aussi une des formes de la vie. Enfin, c'est l'écoulement, c'est le grand orage qui crève sur du papier. Sans idée, c'est surtout ça. Moi, toujours, ce besoin de me dire, mais tu ne vois rien, tu ne sais rien, c'est venu, c'est... Et on verra encore pour continuer, porter ça un peu plus loin, en quêtant. Je fais effectivement la quête. Et Cécile partie, dans la toute petite chambre que j'avais dans l'île Saint-Louis, je me suis mis à faire une vingtaine de tâches. Alors là, ce n'était pas des aquarelles, hein, c'était de la peinture à l'huile avec de la térébenthine, ou bien de la peinture avec du diluant à ongles, enfin, qui dissout un peu une certaine peinture, pas la peinture à l'huile, qui dissout une certaine peinture elle-même porteuse et faite et fabriquée par un chimiste avec comme diluant, si on peut dire, c'était tout à fait ça, comme diluant des poudres, comme l'aquarelle se dilue avec de l'eau, il y a un diluant, comme la matière de la peinture à l'huile peut s'étendre et se diluer avec de la térébenthine, mais avec de l'huile de lin, enfin, disons tous les diluants que l'on possède. Il y a là aussi des diluants que l'on possède, des diluants synthétiques dont je ne me servais pas. Dès le début, je les ai supprimés, parce que c'était synthétique, ça me déplaisait. Tandis que cellulosique, c'est beaucoup plus proche du diluant térébenthine ou de l'essence purifiée, quoi, qui rend les peintures transparentes si l'on en met beaucoup, et qui respecte la matière même de la peinture, dans le corps même de la peinture, tout en la fixant mieux sur le papier. Bon, alors je me suis mis à faire comme ça 15 tâches, mais grandes. Et puis, si j'avais pu, une fois faite, j'aurais téléphoné à Cécile, parce elle était dans un hôtel et on pouvait l'appeler. Et je l'aurais appelé le soir si je m'étais obéi. Enfin, je lui aurais dit, oh, il faut que demain je vous montre ça. Puis si vous voulez, j'irais bien vous emporter une maintenant, c'est tout frais. C'est-à-dire qu'il y a une certaine odeur, et puis c'est presque sec. Et je me voyais dans le métro en évitant de me casser la gueule, avec cette tache-là que j'aurais essayé de dissimuler pour que personne ne voit ce que je transportais. Mais j'ai eu le rêve et puis je n'ai pas eu la réalité. Je n'ai pas appelé Cécile. J'ai laissé passer du temps. Même j'ai laissé passer pas mal de temps. Et je l'ai appelé au téléphone. C'était sans doute le mois suivant, peut-être un peu plus loin que... peut-être 2 mois après. Je lui ai dit, vous vous souvenez, on ne s'est pas revus depuis. Vous avez travaillé? Oui, j'ai un peu travaillé. Ça va? Je ne sais pas. Vous savez, c'est tellement différent de vous. Ben, il faudrait que je voie un jour ce que vous faites.
Elle me dit non, j'ai pas tellement envie de vous montrer ça. Je dis pourquoi? Je vous ai bien montré ce que j'ai fait. Moi là, je vous téléphone, j'avais envie de vous dire, après votre passage, j'ai été pris comme ça, oh là, d'un grand besoin. C'est un peu vous qui m'avez fait faire comme ça. Hein. J'étais content, vous étiez venu. La pièce, il y avait encore de vous dedans. Vous n'étiez pas resté longtemps. Je vous avais montré mes petits bouts de tâches là. Puis à peine vous étiez parti, j'ai sorti mes couleurs, mon diluant, mes papiers. Vous avez vu, j'ai pas de table. Enfin, j'ai une toute petite table. Alors, mais j'ai une grande feuille de contreplaqué. Je l'ai mise sur le lit et puis j'ai frotté, j'ai écrasé, j'ai fait de la décalcomanie. Je vous dis pas ce que j'ai fait parce que vous diriez c'est dégueulasse, mais je vous assure que c'était un travail. Mais c'est pas dégueulasse à voir. Hein. Il y a des transparences. Enfin, j'ai été content. Je vous ai remercié. J'ai dit c'est elle. Et puis je voulais vous téléphoner, vous dire oh là là, si je pouvais, je prendrais bien le métro maintenant. J'irais vous le montrer. Ça durerait 5 minutes, puis je reviendrai. Et puis je l'ai pas fait. Et puis Cécile m'a dit pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Oh, comme ça, je sais pas. Un peu, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller montrer tout de suite quelque chose. Moi, j'ai jamais fait ça. Je vais pas commencer à faire ça maintenant. Et encore moins avec vous. Bah, vous avez eu tort. Ça m'aurait fait plaisir. Bon, bah alors, vous voulez les voir? Oui, volontiers. Eh bien, je vais venir chez vous, mais avant, je voudrais vous montrer mon travail. Bah, si vous voulez. Alors, je suis allé chez elle. Elle avait préparé un petit repas. Enfin, c'était joli comme tout. Je découvrais par ce qu'elle avait mis sur la table, dans des petites assiettes, que c'était de la nourriture que je ne connaissais pas. Alors, inévitablement, j'ai dit comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et puis tout était, pour moi, non seulement nouveau, mais ça venait de très loin, tout ça. Alors j'ai découvert l'esprate, j'ai découvert la graisse d'oie, j'ai découvert le pain à la chicorée, j'ai découvert la teinture de chicorée, des boules marron, marron foncé, très belle couleur, très lisse et brillante sur le dessus. J'ai découvert le halva, ça le halva je connaissais, j'en avais eu et mangé quand j'étais au Maroc, mais pas celui-là, celui-là était différent. J'ai découvert tout, il y avait des bretzels, il y avait bon. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Tout ça, il fallait le mastiquer, le manger, le goûter. Ça marchait avec du thé. Alors ça, le thé, j'ai jamais aimé. Hein, manger du poisson avec du thé, mais j'ai jamais aimé. J'ai jamais fait encore. Alors, on se passera du vin. Et alors, Cécile m'a dit, normalement, si vraiment on voulait faire ça très 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 bien, il aurait fallu une goutte d'alcool, de la vodka. J'ai dit, mais de la vodka, mais qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des poissons. Vous dites, c'est des sprates. Bon, des sprates, puis de la vodka, puis du pain noir. Tout ça, c'est quoi? Elle me dit, c'est russe. C'est juif russe. Alors, juive, je savais qu'elle l'était. Mais russe, non, je ne la situais pas là-bas. Moi, je croyais qu'elle était juive française. Et puis elle m'a dit, je vous dirai un jour, pas maintenant, pas ce soir, il ne faut pas commencer avec ça. Mais c'est vrai, ma famille, paternelle, maternelle, ce sont des Russes. Ah. Donc on va manger russe. Ouais. Donc ils étaient en Russie jusqu'à quand? Ah non, il ne faut pas commencer à parler ce soir. Pas aujourd'hui. On ne va pas commencer par là. Aujourd'hui, vous allez me dire si ça vous plaît, je voudrais que ça vous plaise. Je vais vous montrer aussi après. On va pas commencer par mes gravures. C'est après qu'on regardera mes gravures. Mais je vous préviens, ça va pas vous plaire. Ah, pourquoi? Et puis il y avait sur le mur, au-dessus de son lit, près de son lit, là, il y avait 2 cadres. Alors je lui dis, mais ça, c'est vous? Et elle m'a dit, oui, c'est moi. C'est moche, hein. Pourquoi dites-vous ça? Vous vous dites bien que ce que vous faites... Non, moi je ne dis pas ce que je fais, c'est moche. Je dis, ce que je fais, ça ressemble à rien. Je crois que je n'y arriverai jamais. Vous, ça ressemble tout de suite. Je vois bien ce qu'il y a. Il y a des enfants. Ils tiennent une corbeille. Ils n'ont pas de cheveux sur la tête. Et puis sur celle d'à côté, on voit une femme par terre, assise, les jambes allongées. Elle a une robe qui tombe à mi-cuisse et elle a l'air de...
Elle a l'air de faire quelque chose avec des roseaux, avec... Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est une femme de pêcheur. Ah, c'est une femme de pêcheur. Vous avez représenté une femme de pêcheur qui fait comme un panier. Non, c'est pas un panier, elle fait des nasses. Ah oui, c'est ça. Vous voyez que ça ne vous plaît pas. Oh, pourquoi? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que vous avez peut-être la chance de pouvoir figurer une idée que vous aviez. Et j'ai peut-être la malchance de ne pas avoir à figurer quelque chose. Ben, vous vous trompez, me dit Cécile, ça n'est pas une malchance, c'est autre chose, ça existe. Vous partez à la découverte, tandis que moi, je découvre à partir de quelques sujets, et c'est le sujet que j'ai découvert qui ensuite me fait découvrir dans la gravure les moyens pour l'exprimer, Enfin voilà, c'est ça de la gravure. Vous savez, la gravure, c'est un dessin qu'il faut graver. Ah, vous ne gravez pas directement comme ça. Je l'ai fait, ça c'est... mais disons que je préfère faire mon esquisse et ensuite la travailler direct sur le cuivre. Mais à partir de mon esquisse, je ne pars pas dans l'inconnu complet. Loin de là peut-être même. Je ne suis pas comme vous. Vous n'avez pas peur de vous perdre, bah ça vous vous trompez. Je suis quelqu'un qui part perdu et perdant. Vous avez tort de dire ça. Ah bah j'ai tort, mais c'est comme ça. C'est bien pour ça que je me sens pas artiste. Bah, vous avez doublement tort. On va pas se disputer pour la première fois. Non, on se dispute pas, on parle. Ouais. Et puis on a passé notre petit repas comme ça, et j'ai embrassé Cécile pour la première fois ce soir-là. Et j'avais envie de rester, et puis je ne suis pas resté, parce que je ne voulais pas que ça recommence, parce que ce que j'avais fait et qui m'avait en quelque sorte poussé à être cette chose-là, qui était devant elle, c'est-à-dire pas de projet, ne voulant pas de projet, souhaitant faire, mais ne sachant pas comment faire, et de toute façon, dès qu'il essayait d'exprimer, le détruisait, et j'avais détruit autour de moi pour ça. J'avais détruit pour détruire, pas pour détruire ce que je devais quitter, mais j'avais détruit quelque chose qui existait, qui ne pouvait plus aller bien loin. Enfin, j'avais détruit pour ce qui se trouvait maintenant sur une cinquantaine de feuilles de papier, et ça me semblait, quand je les regardais, peu honorable. Cécile est venue quelque temps après pour voir les fameuses tâches dont elle était, sinon responsable, en tout cas l'un des éléments moteurs. Et j'y tenais. J'y tenais à ce que ce soit reçu et accepté par elle comme tel. Alors, elle m'avait envoyé un petit mot, je viendrai tel jour. Et je crois que c'était un samedi. J'avais préparé du thé, j'avais un petit réchaud à alcool. J'avais préparé pour pouvoir faire bouillir, parce que moi, ma mère ne faisait du thé qu'à la condition qu'il a pu bouillir. Je ne savais pas qu'on infusait comme ça. Alors j'avais préparé ça. Ça avait déjà bouilli une fois et je n'avais plus qu'à le réchauffer. C'était donc plutôt de la soupe que du thé. C'était noir. Comme je n'y connais rien en thé, c'était ni bon ni pas bon. Moi, j'avais ma petite bouteille. Et puis, j'ai entendu monter dans les escaliers, dans le couloir qui distribuait les chambres de bonne de chaque côté. Et puis, on a toqué, j'ai ouvert la porte, bonjour. Je l'ai embrassé, je lui ai dit, sur le lit, j'ai mis les tâches. Asseyez-vous là sur ce tabouret. J'ai fait du thé.
Et elle m'a dit, ah ben moi j'étais venu avec du thé russe, et je me disais que vous n'alliez pas avoir une petite passoire. Alors moi, le thé chez moi, je le fais avec la passoire. Je mets du thé dans la passoire et je fais couler de l'eau bouillante dessus et je le laisse légèrement infuser. Je mets une petite soucoupe pour que la vapeur tourne dans la tasse. Je lui ai dit, mais c'est tout un art. Elle dit, ah oui, chez les Russes, c'est tout un art. C'est comme vous, chez les Français. C'est certainement un art que d'aimer du vin. Je vois que vous avez une bouteille là. Ah oui, j'avais envie de boire un petit verre de vin pendant que vous auriez bu de mon thé. Mais je crois que mon thé, il faut que je le vire. Alors si vous êtes venu avec votre petit matériel, vous avez une casserole. Oui, je vais refaire chauffer de l'eau, mais je vais vous montrer ce que c'était que mon thé. Tenez, regardez. Alors je lui montre. Ça aurait pu être de la chicorée avec des patates dedans. Hein. Ça avait une curieuse allure. Mais pour moi, c'était du thé. Et elle me dit, si vous êtes d'accord, je n'en boirai pas. On va jeter ça, puis on va le faire à ma façon. Alors je suis allé jeter ça sur le palier. J'ai ramené de l'eau, j'ai fait chauffer. Elle a sorti sa petite passoire. Elle l'a remplie de ras-le-bord de son thé, qui était dans un petit sachet. Et puis quand l'eau bouillait, elle l'a retirée, elle l'a versée dans une tasse qui était elle aussi un petit peu chaude, comme ça. D'abord, elle a mis un petit peu d'eau chaude dedans, et puis hop, elle a jeté la tasse, l'eau de la tasse, elle a mis son eau vraiment bouillante, elle a fait tremper son thé, puis dessus, j'avais une petite soucoupe, elle l'a mise, puis elle a dit, dans 2-3 minutes, il sera prêt. Et puis elle faisait rentrer et sortir le thé dans l'eau, etc. Le fait est que ça avait une couleur tout à fait inconnue et tellement différente de l'eau de ma bouillasse. C'était marron mais transparent. Le sucre, elle l'a cassé avec ses dents et elle l'a mis dans sa bouche. Et puis elle a bu son thé bouillant en faisant un petit peu de bruit. Je lui ai dit, il est bon. Elle me dit, oh bah oui, il est bon parce que c'est mon thé. Je me le fais toujours comme ça. Et puis ça a été... les consommations sont arrêtées là. J'avais, je crois, un tout petit paquet de gâteaux secs. Puis elle m'a dit, alors je regarde les tâches. J'ai dit, voilà, ça c'est un peu les tâches Cécile. C'est mes premières tâches. Faites... je venais d'arriver à Paris. Alors elle a regardé les tâches. Une fois, 2 fois, elle les a bien repassées. Elle était beaucoup plus gentille, si on peut dire comme ça, mais c'était pas de la gentillesse de sa part. Alors, elle a parlé beaucoup plus que moi devant ces gravures. Elle n'a pas dit oui, il n'y a pas de forme, alors que moi je disais, je vois très très bien les formes, la pose que vous avez voulu traduire et tout. Mais dans le fond, je disais des conneries. C'était l'ambiance qui se trouvait dans ces gravures que je n'arrivais pas à exprimer et que pourtant je ressentais. Il y avait quelque chose de fatal dans la tête de l'enfant qui n'avait pas de cheveux et qui tenait, je ne me souviens plus si c'était un poisson ou un cerceau, qui tenait quelque chose devant lui. Il avait une robe, c'était une petite fille peut-être. Il y avait quelque chose, voilà, il y avait de la fatalité dans ce qu'elle avait représenté, aussi bien dans la manière d'avoir traduit les mains qui tenaient cette chose, ce cerceau ou ce poisson, je ne sais plus, ou ce panier peut-être. Les mains tenaient, mais elles étaient comme agrippées au panier. Elles n'étaient pas prêtes de le lâcher. Parce que si on remontait au visage de cet enfant, son regard, parce qu'elle faisait du burin, alors ce n'est qu'un trait. Il faut que le trait module le signe de la paupière ou du front ou du dessus de la tête. Ce ne sont pas des ronds parfaits, ce ne sont pas des lignes parfaites, ce sont des lignes modulées. Et en même temps qu'on les voit, elles modulent notre regard. Moi, ça, je l'avais senti. Mais je ne l'avais pas exprimé. J'en étais resté à l'aspect extérieur. D'abord, j'avais peut-être peur de faire des erreurs en parlant. Donc, j'avais tenu à n'exprimer que ce qui était en
premier choc exprimé par le graveur. Et j'avais dit, vous êtes artiste, c'est sûr. Moi, elle regardait mes tâches. Donc, elle a vu la petite série d'une quinzaine de tâches, et puis elle les a repassées encore une fois. Certaines, j'avais, avec l'encre de Chine ou le crayon, j'avais apporté, j'avais prolongé, j'avais comme blessé des angles, par des angles d'encre de Chine, des coins que je rentrais dans ça. Mais ce qui sauvait ces tâches-là, ce qui sauvait ces tâches-là, c'était le titre que j'en donnais. J'avais besoin de mettre des titres. J'ai toujours eu besoin de mettre des titres. Ça m'empêche de couler. Et puis ça empêche aussi peut-être le dessin en question de fondre et de disparaître. Ça contraint peut-être l'autre qui regarde à voir, à partir de ce que j'ai écrit, la chose que je n'ai pas toujours vue d'ailleurs, hein, le titre n'étant pas nommé précisément ou avec un petit peu d'exactitude ce que j'avais ressenti, puisque je ressens qu'à la fin, et à la fin, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui est venu ou ce que j'ai fait. Au fond, je reçois et je rends. C'est un peu ça qui se passe. Hein. Je peux pas. Je dis souvent, mais depuis, à l'époque, je ne pouvais pas encore dire ça. Mais je dis, j'ai besoin de rendre ce qui m'a été donné. Ce qui est absurde, enfin. Mais absurde ou pas, il faut bien faire comme ça, avec. Alors, elle regardait les tâches, et puis elle m'a dit, mais vous avez écrit, alors je suis obligé de lire. Je dis, vous n'êtes pas obligé. Je ne suis pas obligé, dit-elle, parce que on peut voir tellement dedans. Ben, je dis, vous avez de la chance. Quelle imagination, parce que moi, je ne vois pas tellement. Vous ne voyez pas un peu ma misère là-dedans? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr en regardant bien que vous ne verriez pas que je suis un homme misérable? C'est pour ça, voyez-vous ce que vous avez devant là, hein? Eh bien, c'est pour ça que j'ai quitté. Je vais vous dire, on ne s'aimait plus. Alors Cécile m'a dit, il ne faut pas me raconter ça. Oh, bah, j'ai commencé, il faut que vous le sachiez. Je ne peux pas continuer à vous embrasser sans que vous sachiez ça. Je ne vais pas avoir un secret là. Je vous dirais que je ne le braille pas sur tous les toits. Hein. Personne au fond ne le sait, sauf mon père, ma mère qui sont encore en vie. Et puis les quelques personnes que je connaissais quand j'étais à Marseille, parce que j'ai vécu 4 années à Marseille, moi. Et puis voilà, les quelques livres que vous voyez sur cette étagère, c'est tout ce que j'ai pu sauver d'une bibliothèque que je m'étais petit à petit constituée. Parce que si je suis né dans une famille d'ouvriers, si j'ai commencé à travailler très très tôt, et si je ne suis diplômé en rien, si ce n'est qu'en, disons, en prétention de vouloir, malgré le creux dans lequel j'ai été trempé et que je n'ai dans le fond jamais quitté, la prétention, ben voilà, ça, ce que vous avez là, sous vous, des tâches, vous vous rendez compte, des tâches. Ben j'ai encore la prétention, peut-être que quand vous partirez tout à l'heure, je vais me précipiter sur ma peinture et puis je vais faire des tâches. Ou bien je vais me précipiter sur un de mes petits cahiers, puis je vais écrire 10 lignes. Ne me demandez pas de lire les 10 lignes. Hein. Mais j'ai lu beaucoup en étant à Marseille, dans cette librairie. Et j'ai dans un, je sais pas quoi, dans un vestibule de ma tête, c'est pas encore, ça n'a pas encore trouvé ses places, et puis ça n'aura pas sa place. J'ai mangé, j'ai mastiqué du papier, j'ai mastiqué des phrases, j'ai mastiqué des bouquins. Et j'ai d'autant plus mastiqué ma stupidité. Mais que faire? Si j'ai eu ce besoin de lire, j'ai eu ce besoin de faire des tâches. Et j'ai maintenant ce besoin de gribouiller des phrases. Et j'ai eu besoin pour pouvoir faire comme je veux. Parce que je ne sais pas vous si, après avoir fait votre petit garçon qui tient ce panier que j'ai vu au-dessus de votre lit, ou la femme qui fait un panier pour son mari pêcheur, ça doit être ça. Et vous avez fait quelque chose avec seulement un trait. À ça, j'ai été très sensible, enfin même très ému, je vous le dis, c'est vrai. Il n'y a pas de surcharge,
Il n'y a pas ce qui cache l'absence de quelque chose de profond en soi. Chez vous, c'est casse-gueule. Ou c'est profond, et ça tient parce qu'il n'y a qu'une ligne qui contourne une forme, et c'est à l'intérieur de ce vide-là, c'est blanc. C'est blanc à l'extérieur et c'est blanc à l'intérieur. Ben, il faut qu'on se débrouille avec ça. Et moi, je sens de la tristesse et une fatalité dans ce que j'ai vu chez vous. Mais moi, vous ne pouvez pas sentir de la tristesse ou de la fatalité dans ce que j'ai fait avec mes tâches. Parce que j'ai... Bon, maintenant, j'écrase un peu moins n'importe comment. Mais au tout début, ce que je vous ai montré une fois, quand vous êtes venu, j'ai montré quelques tâches. Hein. Je mélangeais tout. C'est comme ça que j'ai vu que les couleurs se mélangeaient et que du bleu et du jaune, ça fait du vert. Enfin, c'est stupide, la façon dont je découvre. Mais j'ai passé toute ma vie jusqu'à là à découvrir ça. Je n'ai pu tenir un marteau qu'en m'écrasant les doigts. J'ai pas appris à tenir un marteau. Je me suis arraché je ne sais combien d'ongles à me servir de pince, à m'en servir mal et à me pincer la peau en même temps que j'arrachais le clou pour ouvrir une caisse dont on me disait « faut te dépêcher, tu nous fais chier là, ça dure trop longtemps les caisses, sinon tu prends la porte ». Alors je m'abîmais, mais en m'abîmant, disons que ça rentrait comme ça. J'apprenais. Je n'étais pas tellement fier d'apprendre de cette façon-là, mais ben, j'ai appris. Enfin, j'ai appris. J'ai rien appris encore. Je me suis acheté quelques pinceaux. Ben, je ne peux pas me servir de pinceaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez là dans les tâches, hein? Quel carnage! Enfin, c'est pas toujours du carnage. Quand elles sont bleues, moi j'aime beaucoup le bleu. Quand c'est bleu, vous savez, j'ai un peintre que j'admire profondément. Vous connaissez sans doute, c'est Paul Klee. Vous connaissez ça? Un peu quand même. Ah, vous en avez quand même. Vous avez vu un livre là-dessus? Ouais. Moi, j'en ai un. Je suis parti de Marseille avec. C'est vraiment les seuls livres auxquels je tiens beaucoup. Bon, puis j'ai quelques livres de poésie, puis 2 ou 3 types complètement paumés aussi que je traite. Je vais pas vous raconter ma vie. Je vous demanderais bien de me dire un peu comme on peut regarder dans les lignes de la main. Voilà. Regardez un peu ça. C'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien regarder puis dire ben oui, j'ai vu. Je voudrais tout de même vous entendre. Et avant de vous entendre, j'ai très envie de vous embrasser. Mais je vous embrasserai après. Mais donc avant de vous embrasser et avant de vous entendre, laissez-moi vous dire ça. Bon, je ne sais pas si je reviendrai avec vous là-dessus. Vous avez compris que je n'ai pas de métier. Je suis né dans une famille très pauvre, vous savez, très pauvre. Asseyez-vous là, plus confortablement. Attendez, je vais pousser la planche de contreplaqué, puis vous allez pouvoir vous mettre sur le lit là-bas. Calez-vous votre dos avec l'oreiller. Voilà. Vous êtes bien là? Ça va? Bon. Vous voulez refaire un thé? Non? Bon. Moi, je bois encore un petit verre de vin. Ça me donne du courage. J'en ai besoin, vous savez, pour vous dire ça. Je vais vous faire... c'est pas une confidence. C'est plutôt de l'ordre de l'aveu. Donc rapidement, très rapidement, j'ai vu le jour dans une famille qui n'aurait pas dû vivre. Ma mère était très malade, comme vous, mais elle n'a pas eu de pneumo parce qu'à l'époque, je crois qu'on n'en faisait pas. Enfin, très pauvre. Son père est mort tuberculeux, mais il était bûcheron. Sa mère était repasseuse et quand elle repassait pas, elle allait dans les lavoirs pour laver le linge. Elle n'a pas fait d'études. Ma mère, la grand-mère, elle était illettrée. Et puis c'est tout du côté maternel, voilà. Et du côté de mon père était pas sot. Enfin, il est pas sot, il vit toujours. Seulement très misérable. C'était des gens du Nord. Ses parents, ses grands-parents étaient, disons, belges, mais enfin, belges, on devrait dire plutôt flamands, parce que c'était ça exactement qu'ils étaient. Bon, mais pas de métier. Alors, c'était un peu des paysans au départ, hein, sûrement. Puis après, son père a été un mécanicien, enfin, un
oui, un compagnon mécanicien. Mais il était instable, alors il les a plaqués. Et puis leur mère, enfin la femme de mon grand-père, ma grand-mère, que je n'ai pour ainsi dire jamais connue, elle était alcoolique. Alors elle a plaqué ses gamins très tôt. Et mon père et son frère, mon oncle, ils se sont retrouvés à la rue, comme on dit, le cul nu. Mon père avait 12 ans, 13 ans, et puis son frère en avait 6 de moins. Et puis résultat, ils ont travaillé vraiment comme des petites bêtes sauvages. Seulement, mon père et mon oncle avaient quelque chose en eux, dans un coin de leur tête, qui n'a jamais pu s'exprimer, enfin être exprimé, mais que moi j'ai perçu en grandissant. Alors j'ai pas perçu comme maintenant je le vois, mais ils avaient d'autres moyens qu'on ne rencontre pas souvent. Seulement la boisson, l'instabilité de la vie, la misère. Vous savez, bouffer un bout de pain par semaine, hein, c'est dur. Bon, alors voilà, je suis né là. Un père, un oncle, et puis une mère avec sa mère de l'autre côté. Moi, je vois le jour là-dedans. Mon avenir, il est tout tracé. Plus tard, peut-être que j'aurai un apprentissage, et puis après l'apprentissage, je resterai peut-être même là où j'ai fait mon apprentissage, et puis je mourrai là où j'aurai travaillé après avoir été apprenti et devenu peut-être ouvrier, peut-être. Sinon, manœuvre, ça veut dire bon à rien toute sa vie.